Eh bien, bonjour à Merci beaucoup. tous. Merci Bonjour. d'être avec nous. Donc, nous représentons les éditions Nouvelles, maison d'édition qui a à cœur et au cœur de son catalogue des romans et des livres du patrimoine euh, américain et anglo-saxon, des classiques jeunesse, américains et anglo-saxons. Nous allons donc vous parler de ces livres qui sont à notre catalogue, mais pas que. En fait, on va aller à la genèse, à l'origine de la littérature jeunesse moderne. On verra qu'il y a eu une bascule qui s'est faite entre la littérature jeunesse classique, on va dire, et moderne. C'est une bascule qui s'est faite quasi en même temps, hasard de l'histoire, quasiment en même temps, en Angleterre et aux États-Unis. Et pour ça, il faut remonter environ 125 ans en arrière. Tout à fait. Donc, je suis donc Caramel Zweig, Romarik Mors, et je suis une Américaine. Et donc, la Moi, je suis littérature, français. voilà. Donc, on a fondé cette maison d'édition vraiment à deux. Et voilà, la littérature jeunesse américaine et anglaise me passionne vraiment. Donc, j'étais vraiment ravie de pouvoir voilà, lancer cette maison d'édition toute récente en 2023. Et mais effectivement, on va commencer avec donc la jeunesse de la littérature jeunesse moderne en 1899. Et enfin, parce que nous, donc, le patrimoine qui nous intéresse, c'est vraiment cette littérature dite moderne, même si elle est vraiment voilà, historique. Et donc, cette littérature jeunesse qui a fait peau neuve en même temps aux États-Unis et en Angleterre. Et avec deux auteurs, Edith Nesbit et Edward Strassmeyer. Alors, Et, donc, juste, Mhm. je vois qu'on parle de littérature jeunesse moderne. Qu'est-ce qu'on appelle moderne et pourquoi on appelle moderne et pourquoi il y a eu cette bascule entre classique et moderne? Donc, à une époque, donc à l'époque victorienne, le 19e siècle, la littérature était très fortement moralisatrice. Donc, on a tous enfin, entendu parler ou même lu, enfin, moi j'ai lu La Comtesse de Ségur, par exemple. Donc, et en fait, c'était des histoires où on voulait faire passer, la plupart du temps, un message, améliorer l'enfant, lui donner des valeurs, lui inculquer des valeurs. Et à partir du XXe siècle ou du tournant du XXe siècle, tout à coup, on commence à vouloir faire du divertissement et de divertir les enfants. Et donc, aux États-Unis et en Angleterre, cette révolution s'est passée en même temps, de manière assez différente. Et Edith Nesbit, voilà, a mené, on la considère comme la reine du roman jeunesse. C'est pas moi qui ai inventé ce slogan, mais on la considère en Angleterre, aux États-Unis, enfin dans les pays anglophones, comme une très grande autrice, l'inventrice du roman jeunesse moderne, parce qu'en fait, elle a créé des univers très réalistes qui, avec des enfants qui, voilà, auxquels on peut s'identifier. Donc, ça tranche vraiment avec ce qui se faisait avant. Donc, ces univers très moralisateurs où Pour en être fait, clair, il y a toujours des valeurs, il y a toujours de la morale, mais j'imagine que en fait, ce qui change, ce qui bascule, c'est qu'avant la morale était la raison pour laquelle on écrivait le livre et qui était primordiale par rapport à l'histoire, et que maintenant l'histoire est primordiale. Certes, il y a des valeurs, mais c'est l'histoire qui compte et c'est l'entertainment, c'est le divertissement qui tout à compte. fait. Et donc, Edith Nesbit, et donc, elle a un style qui est très moderne. Donc, si vous aimez, par exemple, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, enfin, c'est un style enfin, voilà, c'est un auteur qui a, Lemony Snicket, c'est vraiment inspiré de ce style où elle joue vraiment avec les codes de la littérature. Il y a beaucoup de, enfin, c'est très, très drôle, mais c'est très réaliste. Enfin, les enfants qui se chamaillent, qui se disputent, mais qui ont aussi des moments où ils sont très soudés. Donc, elle montre tout, enfin, c'est un univers qui est vraiment réaliste, Et elle a euh, une influence considérable, énorme, ouais, sachant que tout à fait. tous les plus grands écrivains du XXe siècle, on va dire, pour la jeunesse, ou pas que d'ailleurs, s'inspirent et se revendiquent, en tout cas d'Idette Nesbit, et la considèrent comme une de leurs autrices Mhm. préférées. Là, je vois pour quelques citations. Tout à fait, Euh, donc elle a inspiré, J.K. Rowling, donc, qui a écrit Harry Potter, Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Louis Narnia, voilà, elle a eu un impact énorme sur la littérature moderne. Et c'était aussi quelque chose d'autre qui a fait sa modernité, c'était
en fait, c'était une militante socialiste qui a cofondé le Fabian Society, qui deviendrait plus tard le Parti travailliste, donc the Labour Party, en Angleterre. Donc, voilà, ces valeurs très égalitaires font aussi que ces romans, ils ont vraiment, enfin, c'était nouveau, c'était révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, mais c'est The New York Times. Enfin voilà, elle est considérée comme révolutionnaire. Elle a eu une vie passionnante, politique. Elle a eu un impact. Enfin voilà. Une influence considérable. Et ce qui est très intéressant et curieux à la fois, c'est qu'en France, elle est quasi inconnue, à part certains Voilà. cercles. Alors elle a quand même eu une petite, contrairement à d'autres livres qu'on publie, elle a eu une petite vie. Par exemple, Gallimard a publié un de ses livres il y a longtemps, enfin il y a une dizaine, plus. Mais en tout cas, voilà, elle a une petite vie en France. Il y a certains la connaissent, mais beaucoup ne la connaissent pas. C'est le constat qu'on fait voilà, en travaillant son catalogue, parce que en mars 2024, on va publier deux titres. Donc, là, c'est une petite page d'anecdotes, voilà, pour voir exactement comment elle a inspiré Tolkien, Narnia. Euh, Elle a même, ouais, L'influence est considérable même dans la société anglaise. Pour le coup, ouais. on a croisé des gens anglais dont on a parlé d'Eden Nesbitt qui nous ont dit que leur fille était nommée d'après un personnage d'un des romans d'Eden Nesbitt. Donc c'est incroyable à quel point elle a un impact et elle est connue en tout cas en Angleterre. C'est énorme. Et en France, pas du tout. Et voilà, donc là, on voit bien que Ouais. Tolkien disait s'être inspiré de ses personnages pour ses propres romans. Enfin, voilà. Et donc, pardon, je t'ai Et coupé. donc, non, et donc en mars, on va publier deux de ces romans absolument révolutionnaires. Le premier, Les Mésaventures de l'illustre famille Bastable. Donc, je précise que ces couvertures sont provisoires, mais c'est C'est le déjà pour document de vous, travail, voilà, donc pour l'instant provisoire. pour vous donner un petit aperçu de ces livres. Donc c'est ce livre-là qui a inventé le roman jeunesse moderne, parce que c'est la première fois où il y avait voilà, cet univers très réaliste. Le titre en anglais, The Story of the Treasure Seekers being the Adventures of the Bastable Children in Search of a Fortune. Donc on a raccourci. Il est amusant le titre, il a déjà une vraie modernité parce qu'après il y a plein de romans qui se sont inspirés de ça pour faire des titres à rallonge, mais voilà, on est en 1899 et il y a déjà beaucoup de modernité. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le visuel, hein. On aura de la dorure, on essaye de rendre hommage à la fois au côté ancien et patrimonial donc que peut avoir ce roman-là, mais tout en y apportant quand même une touche de modernité, mais cette touche de modernité qui existait déjà à l'époque. Et l'autre roman, La dernière fée des sables. Et là, c'est le roman qui a inventé le roman jeunesse fantasy, puisque pour la première fois, donc on reste dans cet univers très réaliste avec une fratrie d'enfants soudés, mais il y a des touches d'éléments surnaturels qui apparaissent dans le roman. Et donc c'est vraiment ça, c'est complètement différent du roman fantasy de l'époque de, par exemple, Alice au pays des merveilles, où on est entièrement plongé dans un décor magique. Et donc ça, c'est le roman qui a été donc publié chez Gallimard sous le nom Cinq enfants et moi et une drôle de fée, qui a été aussi un film. Donc voilà, il a aussi une vie en France avant, mais on voulait vraiment, euh, voilà, lui donner, enfin, partager ce livre avec les enfants français d'aujourd'hui, avec une nouvelle traduction très moderne, avec voilà, des visuels. Oui, oui, et tout en à chaque fois, dans chaque roman, bien rappeler l'importance qu'ont eu ces livres, qu'ils ont toujours d'ailleurs, hein, mais l'importance, l'influence qu'ils ont eu, l'importance de Edith Nesbit, pardon, je le dis moins bien que toi, mais lui redonner son importance et la remettre à sa place, à la place qu'elle mérite en tout cas, et donc voilà, lui rendre hommage. Et donc ça, c'était pour l'Angleterre. On va partir aux États-Unis avec Edward Stratemeyer, qui est assez inconnu en France aussi et qui est quasiment exactement à la même époque, la même année, hasard vraiment de l'histoire, mais lui invente la littérature moderne en Amérique et à l'américaine. Donc, on n'est plus dans de la littérature traditionnelle, mais on est dans de l'efficace. On est dans du blockbuster, on est dans des C'est livres qui ça. vont cartonner. Et c'est effectivement, c'est vraiment lui qui a inventé en quelque sorte le blockbuster du roman, parce qu'on est, enfin voilà, il a eu l'idée de,
il faut qu'il y ait des moments de suspense à chaque page, il faut qu'il y ait une raison pour l'enfant, enfin, il faut que l'enfant ait envie de tourner la page. Donc, à chaque fois, il doit y avoir un truc, un rebondissement, du suspense. Et Un cliffhanger. voilà. Et donc, il a commencé comme auteur en écrivant sous un pseudonyme la série The Rover Boys, qui est apparue en 1899. Et ensuite, il a collaboré avec plein d'autres auteurs et d'autrices pour, concevoir d'autres séries dont vous en reconnaîtrez peut-être certains, puisque c'est lui qui est à l'origine de Alice Détective, qui est Nancy Drew aux États-Unis, et les Hardy Boys, donc les Hardy Boys dont on va parler plus tard, mais on va rester chronologique dans notre manière d'aborder Tout à le fait. patrimoine américain. Donc nous, on a choisi donc certaines séries qui nous intéressaient beaucoup. Ce qui est intéressant et qui est dit là quand même, c'est qu'effectivement, dans ces formules qu'il impose dans ces romans-là, c'est des formules qui sont encore utilisées aujourd'hui quand on veut faire des grosses séries à succès, c'est-à-dire les personnages qui ne vieillissent pas, le suspense à la fin, enfin le cliffhanger, on en a parlé, mais voilà, en fait, c'est des formules qui ont posé les jalons, les bases de la littérature jeunesse moderne et qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement avec ces séries, ce mouvement de littérature aux États-Unis, c'est à partir des années 1910. Parce que c'est à ce moment-là que Stratemeyer a commencé à collaborer avec des autrices, par exemple Lillian Garris, qui était une autrice très prolifique et une suffragette, donc qui a écrit sous pseudonyme certaines séries. Et en fait, donc voilà, c'était l'époque des suffragettes. Et ce mouvement de la société se voit aussi, se ressent dans les littératures, parce que tout à coup, donc, des romans qui suivent ce concept du blockbuster, mais avec des femmes très fortes, des filles très fortes, chacune avec leur propre ambition. Euh, En fait, c'est des filles, des jeunes filles dont on raconte l'histoire, qui ne veulent pas se contenter du rôle qu'on leur impose. C'est-à-dire elles veulent aller au-delà de leurs conditions. Elles veulent conduire des voitures, ce qui n'est pas vraiment autorisé ou ce qui ne se peut pas vraiment. Elles veulent faire des études, elles veulent faire même du cinéma. Enfin, je parle de Ruth Fielding là. Ouais. À chaque fois, c'est des choses et en plus, c'est des choses qui étaient vraiment à leur début. Donc, la voiture avait été inventée assez récemment quand même. Le cinéma était à ses tout débuts. Donc, à chaque fois, enfin, Grace Harlow qui veut faire des études au lycée et puis à l'université, alors que l'écrasante majorité des Américains de l'époque ne faisaient pas d'études secondaires. Donc, à chaque fois, c'était vraiment assez révolutionnaire. Donc ça, c'est une collection, une nouvelle collection chez Novell qu'on va publier à partir de janvier. Absolument. Voilà. Et tu veux peut-être dire un mot Oui, sur... un mot du visuel. Donc, on est sur des couvertures rigides, marquage à chaud, couvertures rigides tissées pour rendre hommage à ces livres anciens, à ce patrimoine auquel on veut rendre hommage. Donc voilà, on a ces couvertures rigides qui vont osciller entre un aspect un peu ancien et à la fois un visuel moderne, Voilà. sur lequel on a travaillé avec Rendre des hommage, illustratrices qu'on adore. ouais. Voilà. Rendre hommage autant par le fond que par la forme. Exactement. Voilà. Et donc, les Hardy Boys. Donc, on arrive donc en 1927. Mais je vais d'abord peut-être prendre un petit moment pour parler des éditions Novell, parce que si vous nous connaissez peut-être, parce qu'on a commencé assez récemment, mais on a commencé en janvier 2023. Et on a commencé Novell avec 2 séries phares, et dont l'une, les Hardy Boys. Donc là, pour l'instant, on vous a présenté des projets à venir, même si logiquement, je suis américaine, c'est mon excuse, c'était antérieur. Là, on a commencé une nouvelle donc avec les Hardy Boys, qui est aussi une série conçue par Edward Stratemeyer, sa fille Harriet Stratemeyer et un autre auteur canadien, Leslie McFarlane. Et c'est une série qui a révolutionné le roman une nouvelle fois, parce que là, pour la première fois, c'était des romans policiers jeunesse. Donc en 1927, pour la première fois, il y a des garçons et des filles qui essayent de résoudre un mystère. Et là, c'est clair qu'on est vraiment au cœur de ce que tout à l'heure, c'est-à-dire du cliffhanger, un mystère en fin de chaque chapitre. C'est quasiment impossible de terminer un chapitre sans avoir envie de lire le suivant. C'est
excessivement efficace et surtout, ce qui m'a moi beaucoup surpris en tant que Français, en tout cas, c'est que j'en avais jamais entendu parler et quand j'ai commencé à regarder les Hardy Boys, en fait, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, c'est un carton, mais quand je dis un carton, on parle de 60-70 millions de tomes vendus. Il s'en vend encore aujourd'hui entre 1 et 2 millions euh, Par an. par an. Ouais. C'est une Il y a série sur encore des, il y a Disney+. encore des, il y a une série sur Disney+. C'est une expression, c'est dans le langage populaire, faire son Hardy Boy, c'est comme en français on dirait faire son Colombo, quoi. C'est vraiment l'expression d'être un petit détective. On regardait une série il y a pas longtemps, Only Murders in the Building, où on y fait référence, on y fait beaucoup référence. Voilà, dans la pop culture, c'est partout. Donc les Hardy Boys, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, et donc on a commencé avec un titre en janvier, et là, on a publié 2 autres titres dans l'année. Donc là, on est sur le 3e tome qui vient de paraître, en octobre, donc vous pourrez les découvrir, à mon frais. Alors, ah, oups, pardon, je suis revenue en arrière. Voilà. Et donc, on va terminer la présentation de ces livres de patrimoine avec une œuvre emblématique, peut-être la plus emblématique. C'est une série qui s'appelle Les Enfants Boxcar, qui a marqué beaucoup de générations d'Américains, qui a beaucoup d'Américaines, dont toi. Et c'est, je crois, à la fois des romans qui te tiennent à cœur et qui en plus t'ont donné envie même de fonder les éditions nouvelles, je crois. C'est ça, donc c'est un petit peu, même si c'est la série la plus récente qu'on publie, parce que, alors le premier livre a été publié dans les années 20, mais a complètement été revu par l'autrice. Enfin, elle a vraiment continué à perfectionner. Et donc, finalement, c'est l'œuvre des années 40 qui est considérée aujourd'hui comme le grand classique. Euh, et c'est une série qui a bercé toute ma jeunesse, qui m'a énormément marquée, qui m'a donné envie d'être éditrice. Et quand je suis arrivée en France et que j'ai découvert que les enfants boxcar, ça n'existait pas en France, C'est-à-dire que j'en avais jamais entendu oui, parler et je c'est crois que complètement inédit. l'écrasante majorité des Français non plus. Alors qu'il n'y a pas un Américain qui ne connaît pas, si je ne Voilà. m'abuse. Ouais. Et du coup, c'est en fait c'est cette série qui m'a donné envie de fonder les éditions Novelles. Et ça nous a pris plus d'1 an pour essayer d'avoir les droits. C'était vraiment un parcours de combattant. On a, voilà, on était en contact parce que en fait, les éditeurs américains, ils n'avaient jamais vendu cette série en dehors des États-Unis. Donc le fait que nous, on s'intéresse, enfin voilà, c'était vraiment compliqué d'avoir les droits, mais on a réussi. Et je pense que ce qui fait, voilà, ce qui a vraiment, ce qui fait, la raison du succès de cette série, c'est parce que les problématiques des années 40 sont toujours des problématiques aujourd'hui. C'est-à-dire les enfants qui n'ont plus, qui ont du mal à lire. C'est-à-dire que ouais, pour les remettre dans son contexte, ça a été écrit, l'autrice originelle des Enfants Boxcar était enseignante, Ouais, c'est ça. professeure, quoi, Enseignante, professeure des maîtresse. écoles, Ouais. maîtresse d'école, et qu'elle partait d'un constat qu'on pourrait faire tout à fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est marrant d'ailleurs de dire ça, mais elle disait les jeunes ne lisent plus, elle disait les jeunes ne sortent plus non plus, d'ailleurs c'est beaucoup d'aventures qui se passent en extérieur, donc en fait les mêmes problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit les jeunes ne lisent plus et tout ça. Et donc elle a écrit des romans très simple. Je crois qu'il y a très peu de mots de vocabulaire dans le premier. Il y en a Euh, 80. Elle s'est limitée à 80 mots différents de vocabulaire. Donc, J'allais dire une centaine, mais voilà. voilà. 80 mots, donc une lecture simple, mais très efficace, très belle, et qui plaît. Et ce qui est marrant, étonnant, c'est que les premières réactions qu'on a eues et qu'on continue d'avoir, c'est des parents qui nous disent mon enfant lit jamais, et là, grâce à ça, il se remet à lire. Il l'a lu en 24 heures. Donc voilà, en fait, les problématiques des années 40 sont les problématiques actuelles et les réponses qu'elle apportait à l'époque sont apportées aussi aujourd'hui. Donc Voilà. c'est assez Donc, il intéressant. y a vraiment, et ça, donc ça, c'est si vous nous connaissez, c'est très, enfin, c'est peut-être grâce aux enfants boxers parce que c'est vraiment notre série phare, c'est la série qui a marqué notre première année, voilà, il y a eu un engouement dans la presse, en librairie, il y a vraiment eu beaucoup, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment plu. Euh, le style simple, le fait que chaque aventure se passe dans dans un autre environnement d'extérieur. Donc, la première aventure se passe dans la campagne, la deuxième sur une île, et la troisième dans la forêt, dans les forêts de Maine, où ils font du camping. Donc à chaque fois, il y a vraiment des aventures
en plein air, et un petit mystère sympa, surtout une fratrie soudée, bienveillante, et voilà, donc c'est les raisons, je pense, que moi j'ai adoré quand j'étais enfant, sont les raisons que les enfants, d'aujourd'hui adorent aussi, Mmh. et je pense que c'est cette série qui, enfin voilà, c'est tout notre ambition avec, la maison d'édition, c'est de transmettre ces livres, intemporels, qui ont marqué des générations, qui ont nourri la littérature. Voilà, je pense il y a toute, Oui, oui, comme à chaque fois quand on publie du patrimoine comme ça, ce qui est intéressant, c'est le double niveau de lecture. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui est, un plaisir, pur de lecture, quoi. C'est-à-dire que le livre est vraiment bon, intéressant en lui-même, mais il y a aussi un degré de lecture en le replaçant dans son contexte. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois avec nos romans, de les replacer dans leur contexte pour voir l'impact qu'ils ont pu avoir, l'influence qu'ils ont pu avoir sur des romans qu'on lit aujourd'hui ou qu'on a lu dans le passé. Et c'est ça qui est, je trouve, super intéressant. Donc, on a vu que c'était compliqué d'avoir les droits. On a fini par les avoir. Ça a été des visios. En plus, c'était pendant la période du Covid, donc on faisait des visios avec Dallas, Atlanta, je me ça rappelle, c'est pour c'était les enfants pour les boxeurs, enfants ouais. boxers, c'était incroyable. Finalement, ils étaient très protecteurs et finalement, on les a eus. Je pense que le côté émotionnel, parce que toi, tu as des photos de toi enfant lisant les enfants boxcars, je pense que ça a joué. Une fois qu'on les a eus, il s'est posé une autre question, c'était la question de la traduction. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on les traduit tels quels, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, c'est-à-dire, on est dans les années 40, donc la place de la femme et tout ça, mais à la fois, c'est du patrimoine, donc on ne veut pas le dénaturer. Donc la question de la traduction a commencé à se poser Mais à ce moment-là. oui, mais alors c'est en fait, c'est une question générale, la question de traduction, la question de transmission, parce que c'est un débat qui fait vraiment, qui fait rage en ce moment. Je sais qu'on parle de ça sur Agatha Christie, enfin d'autres, grandes œuvres du patrimoine. Je pense que nous, la 1re chose à souligner quand même, c'est que notre choix éditorial se porte sur des titres intemporels. Mmh. Donc Les Enfants Boxers ou les Hardy Boys, il y a des petits marqueurs, d'époque, qui ne survivent pas, mais je dirais les 99 il n'y a pas de changement. Alors la première chose, la première étape, ça a été de trouver donc un style, heu, en fait, de rester très, très proche du texte. Donc ça, c'était très important pour nous. Pour Les Enfants Boxers, les Hardy Boys, Edith Nesbit, heu, c'est d'avoir un texte français qui est très, très proche du texte américain, mais au lieu d'avoir une traduction, enfin, on va dire, alors, une traduction classique, c'est-à-dire une traduction où le style français, il fait un petit peu vieillot, on voulait vraiment moderniser, mais on peut avoir un style très moderne tout en restant très proche du texte. Donc en D'autant que fait, quand c'est sorti à l'époque, à l'origine, c'était très voilà, moderne pour l'époque. Donc, il faut quand même être cohérent avec ça et rester aussi moderne par rapport à notre époque à nous, quoi. c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est nous, ce qui est important, c'est de rester dans l'esprit du texte d'origine, de respecter, les mots vraiment, les mots sur la page, de faire une traduction très, littérale, très fidèle, mais il y a beaucoup à faire pour trouver en fait le style français, le, l'esprit français. Il y a beaucoup à faire. Ensuite, il y a quand même très peu, de marqueurs dans Les Enfants Boxers ou les Hardy Boys. Il y avait finalement très peu de choses qui faisaient dater, mais ces choses, on a quand même choisi, de les changer, mais sans dénaturer le texte. Mais il y a par exemple, voilà, une petite phrase, au sujet de la mère d'un personnage qui fait tout le temps, qui fait le linge. C'est une femme, donc on a changé, on dit: «C'est un homme». Enfin voilà, il y a quand c'est en fait, parce que ça reste c'est très, 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 enfin ça reste vraiment subtil comme petit changement. Donc voilà. Mais notre approche, c'est quand même, comment, rester complètement fidèle au texte d'origine, heu, pour un public moderne. Et l'idée, c'est de valoriser ce patrimoine pour ne pas qu'il se perde, donc et De le rendre voilà, donc c'est un travail, intéressant et ouais. oui, en fait, de valoriser le texte d'origine avec la meilleure traduction possible, heu, voilà, et de rester aussi fidèle que possible. Mais ça, on voulait en parler rapidement parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, voilà, qui fait débat en ce moment. Donc si vous avez aussi vos propres opinions, vos propres expériences,
ce serait avec plaisir d'en échanger. Absolument. Là, il reste un peu de temps pour un échange, je vois. Eh Oui. bien, profitons-en. Je vais peut-être lancer la première question, puis vous laisser lire les suivantes. Fleur Chirouti se demande si vous êtes resté sur 80 mots dans la version française des Enfants Boxcar. Alors ça, c'est justement un des choix de traduction, parce qu'en fait, ce qui marche en français ne marche pas en anglais et vice-versa. Donc, ça marche très bien en anglais, mais en français, non. Par contre, donc, du coup, ça a été un casse-tête, la traduction, parce qu'on voulait faire quelque chose de fidèle à l'esprit, mais on pouvait pas. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont pas possibles. Enfin, faire 80 mots en français, ça ferait répétitif, redondant. Oui, il Ça faut dire que serait plus l'anglais aussi, lisible, en fait. alors l'anglais est une langue très différente du français, C'est c'est-à-dire ça. qu'elle peut dire beaucoup plus de choses avec moins de mots. Bizarrement, enfin voilà, c'est tout un des enjeux aussi. Mais oui, on s'est posé la question, mais non, on n'a pas 80 mots de vocabulaire, on n'a pas Non. compté combien de mots de vocabulaire on On avait, en a on plus. devrait le faire, mais Mais, on en a bien mais plus. on a respecté Euh, l'esprit très simple d'origine. voilà. Ça, c'est Euh, bien. C'est-à-dire que vraiment, et j'insiste là-dessus, les commentaires qu'on reçoit, c'est vraiment mon enfant qui d'habitude ne lit pas ou n'aime pas lire, là, c'est régalé. Et c'est vrai que même en tant qu'adulte, il y a un plaisir parce qu'il y a une simplicité, mais une simplicité qui n'est pas du simplisme. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui va droit à l'essentiel et qui touche dans cette histoire qui est simple. La manière dont elle est racontée qui est simple, mais sans que ce soit simpliste. Voilà, c'est ça que je trouve assez génial avec la première fois que j'ai lu Les Enfants Boxers, moi que j'ai découvert il y a quelques années, donc adulte, j'ai pas pu décrocher. J'ai ouais, commencé à lire la première, ce qui t'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs, parce que toi, c'était ton livre ouais, préféré d'enfance. Mais même en tant qu'adulte, c'est très dur de décrocher parce que ouais. voilà, il y a une simplicité, mais quand c'est simple, c'est dur de faire simple. Hein, quand on Ouais. écrit ou quand on fait un film, c'est dur de faire simple quand c'est bien fait et que c'est simple, c'est quelque chose de vraiment bien. Et là, c'est le cas. Bon, c'est pas Je vais 80. rapidement répondre parce que je vois quelques autres questions. Ah, j'avais pas vu, pardon. Oui, et du coup, je Merci vois, Clémentine. Oui. oui, ah oui, merci beaucoup. Et Myriam Papo qui nous propose deux titres. Oui, n'hésitez pas, parce que là, en ce moment, on est en train de travailler sur un autre titre qui s'appelle Ballet Shoes, un classique anglais qui nous a été proposé par un traducteur. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des titres. Voilà, ça nous intéresse. Et j'avais vu une autre question, je ne sais pas. Ah, J'adore les titres longs. Bah oui, oui, bah, Edith Nesbit y est certainement pour Alors, quelque chose parce que ouais. je pense elle était à l'origine de ces titres longs. Et alors, je vois il nous aussi. reste Alors, une non, minute peut-être pour écouter cette question d'un spectateur anonyme qui oui, se alors, demande si vous pouvez nous Nancy en Drew. dire plus sur Nancy Drew, qui n'a Nancy Tout à pas Drew, fait. en français, c'est Alice Détective. Alors, oui. Donc, c'est effectivement. Donc, en fait, Edward Stratemeyer, il a commencé en tant qu'écrivain, mais il a ensuite conçu des séries avec des auteurs qui écrivaient sous pseudonyme. Donc, c'était des ghostwriters. Et c'est le cas de Nancy Drew, qui a été donc Caroline Keane. Je suis désolée, ou Caroline Keane. Je suis désolée de Oui, briser vos rêves d'enfance, mais elle n'existe pas. ce qui est très intéressant avec Nancy Drew, c'est que donc Alice Détective, c'est que c'est la réponse féminine aux Oh, Hardy Hardy Boys, Boys. Donc les c'est Hardy ça. Boys ont été créés, ça a été un carton chez les jeunes, mais plutôt chez les jeunes garçons. Et donc ils se sont dit, oulala, Faut qu'on fasse la encore version une fille. fois à l'américaine, soyons très efficaces et soyons très impactants. Faisons-le la même chose pour les filles et ils ont créé le personnage de Nancy Drew. D'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des crossovers, c'est-à-dire que dans Voilà. certains tomes des Hardy Boys apparaît Alice Detective, Nancy Drew et ils font une enquête commune. Ouais. Voilà, c'est assez amusant. Donc voilà, donc, il a conçu la série, mais c'est pas lui qui l'a écrite. Il a écrite avec plusieurs. Alors l'autrice qui est la plus connue pour avoir écrit Nancy Drew, c'est Mildred Wirt Benson. Voilà. On vous l'écrira parce que l'accent est un peu. très bien. J'ai Eh un bien, peu. merci Pardon. beaucoup, Keren Merci à Romaric, vous. pour Merci cette beaucoup. Et puis introduction si de la vous avez littérature d'autres américaine. questions. Ah, pardon. Non, il y avait plus de Malheureusement, questions et le on n'a temps est plus de temps non écoulé. plus. Donc, Si s'il vous y a avez d'autres d'autres questions, questions on va sur peut-être notre vous Voilà, email ou retrouver sur sur nos notre réseaux sociaux stand. et on y répondra avec, tout à avec fait. grand plaisir. Voilà. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci à Merci, vous. au Bonne journée. revoir. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.